aujourd'hui lundi. Lundi de Pentecôte, si je ne m'abuse. Ah, ce soir, certainement, la fête est finie. La fête au village. La fête foraine, sur 4 jours, doublée d'une fête napoléonienne. Enfin, une fête, c'est beaucoup dire. Des mecs qui s'habillent en soldats napoléoniens et qui tirent des coups de fusil comme ça, pa, pa, puis des coups de canon et hier, il y avait même un feu d'artifice. Ah, vous savez pas comment je le sais ? Ben, je me suis retrouvée coincée au village hier. C'est fou pour quelqu'un qui vit complètement reculé au bout de nulle part. Non, j'ai pas réussi à rentrer. Deux jours, ça m'a pris. Enfin, 2 jours, 2 tentatives. J'ai jamais trouvé le chemin. Un chemin alternatif dans les bois. Enfin, j'ai suivi le sentier tant qu'il était indiqué. Puis après, je sais pas, les indications de mon ami ne correspondaient pas. Incompréhensible. Et ben, j'ai rebroussé chemin. Et je suis allée me réfugier dans la voiture dont j'avais les clés. Ouais. Ah, une sacrée nuit. Ah ben, j'ai eu froid. Ah ben, mi-mai, on caille. Bah, un peu comme en mi-novembre. Hein. Ah, j'avais le nez glacé. Et j'ai mis longtemps à me souvenir qu'il y avait une couverture dans la voiture. C'est-à-dire que je pensais qu'il y en avait une. Je l'ai cherchée, je la trouvais pas. Mais j'ai pas bien cherché. Parce que comme tout était plein pour le stock des marchés, le ci, le ça, les sièges rabattus, les planches. Bah oui, j'ai dormi sur les planches de l'étal. Ouais, je me suis étalée. Puis j'ai dormi comme couverture sous le drap blanc que vous aurez peut-être vu dans la vidéo où il y a les trucs dessus, quoi, les petits tricots, les couteaux. Voilà, mais sous un drap quand il fait froid, ça fait rien. Même en double, même en quadruple. Et sur le coup de 5 heures du mat', je me suis rendu compte qu'il y avait la couverture. Que j'avais mal cherché. C'est-à-dire, je me suis gelée pendant 7 heures, quoi. Mais en m'allongeant, je me dis, ah, les bravadiers qui sont encore en train de tirer, là. Et non, je sais plus, ça fait des drôles de couleurs. Je tourne la tête, et de ma couche, non mais ça aurait pas pu être mieux. De la fenêtre, là, je voyais, mais exactement dans l'encadrement de la vitre de la voiture, là, le feu d'artifice. Oui, le feu d'artifice, ça me fait toujours penser à des tas de trucs. Bah, les détonateurs sont les mêmes détonateurs que les mines antipersonnelles. Mine antipersonnelle. Ça, c'est encore du langage qu'on ne devrait même pas employer. Des mines pour essentiellement estropier et tuer les gens. Les civils. Vous savez, les civils ? Bah, un civil, bah, c'est toi, connard. c'est comme moi. C'est toi, c'est moi, c'est la piétaille, c'est la merde. Ben voilà, c'est ceux contre qui les offensives sont toujours dirigées. Et ben c'est ça un feu d'artifice. Il paraît que c'est Ruggieri, l'importateur exclusif. Enfin, à l'époque, c'était. Donc le feu d'artifice, ça me laisse toujours un sentiment très mitigé. Bon, normal, je suis fatiguée. Oui, les attaques sont nombreuses, chers amis. Vous n'êtes pas sans le savoir. Et parmi les attaques, il peut y avoir un mauvais sommeil. Il peut y avoir... Vous n'avez pas remarqué des douleurs dentaires, vous, autour de la Pentecôte ? Sérieux, vous n'avez pas remarqué ? Parce que ça me revient de tous les côtés. J'en parle à mes correspondants ici et là, et eux-mêmes me confirment. Pour eux-mêmes ou pour leur entourage, ou les gens qui leur parlent. Donc, les attaques acides, essentiellement en provenance du couvercle, comprenez le dôme ou ce qui se passe sous le dôme, sont intenses. Alors, c'est pas forcément les dents, c'est sûr, ça s'attaque là. Mais bon, c'est la peau, les dents, les poumons. Parce que c'est ce qu'on respire, parce que c'est dans l'air et parce que c'est notre contact avec le milieu extérieur d'un point de vue spirituel. Mais on a déjà dit tout ça. Il y avait du bruit dans la cabane. Je croyais que les poules étaient rentrées. Et non, c'était une petite mésange. Une toute neuve, une toute jeune. Avec des plumes très très belles. Très très jolies. Elle était par terre et elle n'était pas bien en point. Elle s'était cognée.
Elle avait un truc dans l'œil, et puis un petit toupet de plumes sur le côté du cou. Et en fait, elle avait des petites plumes dans l'œil que je lui ai enlevées. Je l'ai prise, comme on prend les oiseaux, sans leur abîmer les ailes, en refermant autour des épaules, quoi. La main, très délicatement, je l'ai mise dans ma main. Et puis j'ai enlevé ses petites plumes, et puis j'ai regardé, non, tout allait bien du côté de l'œil. Elle avait le bec ouvert, à garde, un peu haletante. Puis elle est restée un moment dans ma main, et ses petites pattes recroquevillées. J'ai mis mon doigt pour qu'elle perche, mais elle n'y arrivait pas. J'ai gardé un petit moment. Puis j'ai été chercher une petite branche. Et je l'ai incitée à percher, à mettre ses petites pattes autour. Et puis voilà, elle est montée ses 2 pattes dessus, ça allait déjà mieux. Elle avait refermé le bec. Elle tournait la tête assez vive de part et d'autre. Hein, ça commençait à aller mieux, mais elle ne s'est pas envolée. Et je me suis demandé, est-ce que je la ramène un instant dans le creux de ma main, dans la maison? Est-ce qu'elle a besoin de reprendre ses esprits? Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire pour lui donner de l'énergie. Enfin, pas tellement des techniques, mais plutôt une intention propre. Et puis, bon, je me suis dit, bon, allez, j'essaye. Je l'ai posée sur une branche. Enfin, je l'ai posée. Je l'ai incitée à percher plutôt sur la branche que sur la petite branchette que je tenais dans la main. Elle s'est perchée. Elle est restée là un moment, un peu à garde. Et puis, je me suis demandé si je devais la reprendre encore un moment. Est-ce qu'elle avait froid? Bon, c'est un oiseau, je sais bien, mais je ne crois pas qu'elle soit arrivée là par hasard. Parce que, en fait, j'étais au téléphone, il y avait encore un peu de batterie, et tout d'un coup, ça s'est arrêté brusquement. Alors, je suis rentrée dans la cabane pour ranger l'appareil, puisque à l'intérieur, on entendait tellement mal que j'étais sortie. Et c'est là que j'entends du bruit, je crois que c'est une poule, et je vois la petite mésange. Donc, elle n'est pas venue pour rien non plus. Et puis, sur sa branche de prunier, vous voyez un peu, il y avait une toute petite prune verte, donc toutes les fleurs n'ont pas coulé. Et bien, elle s'est envolée vers une branche plus haute, et bon, j'étais soulagée. Elle m'a laissé lui caresser le dos et les plumes, sa petite tête, elle n'était pas effrayée par moi. Et ça m'a fait penser, la mésange m'évoque toujours mon ange gardien, mon angevin. Oui, angevin, c'est quelqu'un qui est né en Anjou. Ben, mon ange gardien incarné sur cette terre était angevin. Et là où il habitait quand il a quitté cette vie, c'était un petit village de l'Allier qui s'appelle Pouzy-Mésangy. Alors Pouzy, je ne sais pas, mais Mésangy, c'est vraiment trop mignon. Mésangy, mésange, pour un angevin. Alors je pense que cette petite mésange avait aussi un message spirituel pour moi, que je ne sais pas exactement déchiffrer, mais elle a laissé un peu de son duvet, un peu de ses petites plumes dans mes mains, des plumes minuscules, minuscules. Les couleurs de ses plumes, de son plumage, d'un gris-bleu à reflets verts. Petite mésange charbonnière, sa petite tête noire d'un noir de jais. De jais, pas de jet, de jais J-A-I-S, comme la pierre. Un noir profond et brillant. Et pas le jet G-E-A-I, je déteste cet oiseau. Il a des très jolies petites plumes bleues. Quand on en trouve une de temps en temps, ces petites plumes striées, c'est magnifique, mais c'est pas un oiseau terrible. Je crois qu'il mange justement les œufs des oiseaux plus petits. Et à propos d'oiseaux, dans l'Allier, à partir du 12 avril, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais c'était le 12 avril, toutes les années où j'y étais ou presque, on entendait le rossignol. Le rossignol.
À un moment, il chantait juste derrière ma roulotte. Je vous l'ai dit déjà plein de fois, certainement. C'était tellement magique, enchanteur. Et quand je jouais de la musique, il chantait plus fort et plus fort encore. C'était très joyeux. Jour et nuit. Bon, surtout la nuit, mais on l'entendait le jour. Et là, on est quoi, le 18 mai? J'ai entendu le rossignol. À un moment, en passant dans les bois l'autre jour, en rentrant ici à pied, par la piste, une piste interminable. 12 kilomètres absolument fastidieux, avec un dénivelé de, 500 mètres, 700 mètres. Des lacets interminables. Et je pressais le pas pour rentrer avant la nuit. Je ne suis pas rentrée avant la nuit, je suis rentrée à la nuit. Donc pour ne pas passer par le petit raccourci avec un chemin de la largeur d'un pas, je me suis encore rallongée pour passer dans le village. Mais il valait peut-être mieux ça. Je parlais du jet, mais en fait, tiens, je voulais parler de la huppe. Poup, poup, poup. Oh, il y en a beaucoup ici. Et je les ai vues s'envoler. Je l'ai même aperçue avant qu'elle s'envole, son long bec et sa petite... sa huppe, sa couronne à la verticale, là, sur la tête. C'est vraiment un oiseau très étrange, très, très joli, très drôle. Rien que d'y penser, la huppe me fait rire. Poup, poup, poup. Et la huppe, on l'entendait, vous savez d'où? On l'entendait vraiment beaucoup, beaucoup de Pouzy-Mésangy, de chez mon Angevin. Oui, ça c'était un moment où il louait plus ou moins une maison. Enfin, il n'y avait qu'une pièce d'habitable où il n'y avait ni l'eau ni l'électricité. Enfin, c'était des trucs de fou encore, quoi. À Pouzy. Et ça sentait la fouine dans les murs. Poup, 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 poup. Alors, on l'avait jamais entendu avant. Et il me dit, c'est la huppe. Et un jour, on passe dans le village, on revenait ou on allait faire du stop. Et puis, elle était là, dans une allée d'une des maisons. Je pense une allée qui menait au parking d'une maison, un parking privé, là. Et puis elle marchait dans l'allée, poum, poum, poum. Et c'était drôle, c'était drôle. Et lui il me disait, oui, oui, je l'ai vue, la huppe. Ah, je l'ai revue, la huppe. Moi, je l'ai vue vraiment qu'une fois, comme ça, de tout près. Elle nous regardait. On aurait dit presque une petite poule. Non, ça ressemble pas vraiment à une poule, mais elle nous regardait un peu comme ça, tranquille. Qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est adorable. Mais non, je voulais pas encore parler de la huppe, bien que si je voulais parler d'elle, de mon adoration. Je pensais à un animal qu'on entend vraiment beaucoup ici. Beaucoup, beaucoup. Un oiseau. Ah bah il y a beaucoup d'oiseaux qu'on entend et je ne sais pas tous repérer le cri de leur chant, le chant de leur cri, leur signature. Mais il y en a un, ce serait difficile. Vous l'entendez là? Ben moi je l'entends. Coucou, 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 coucou. En voilà un. En voilà un alors qu'on ne voit jamais. On ne le voit pas mais on l'entend. On sait qu'il est là. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Ah oui, je l'ai chanté en entier pour que vous puissiez prendre le canon. Bien sûr. Oui, parce que c'est un canon. Bon, il n'est pas terrible, mais c'est un canon. C'est-à-dire que quand je chante la première, vous ne chantez rien. Et quand je chante la deuxième, vous chantez la première. Et ainsi de suite. Alors en voilà un qui est très aimé. En voilà un qui n'est pas extraordinaire. Hein. Bon, c'est pas vilain, c'est gris, avec les plumes bordées, tout ça. Mais vous le savez, n'est-ce pas? Allez, dites-moi que vous le savez. Le coucou, c'est un parasite. La mère coucou pond dans le nid des autres oiseaux.
les oiseaux plus petits. Et la maman couve. Et quand le coucou éclot, il pousse tous les autres petits oisillons dehors. Mais la mère qui a été abusée est programmée pour nourrir les oiseaux du nid, même si c'est pas le sien. Alors elle s'est fait tuer ses petits et elle nourrit la vipère dans son sein, c'est-à-dire le coucou dans son propre nid. Et puis les gros, donc elle s'épuise, c'est ça aussi. Dans le nid des oiseaux plus petits, la mère, c'est une mère de petits oiseaux, de petits passereaux, mais le coucou c'est un gros machin. Alors en voilà un de parasite qui est très aimé. Ben oui, on aime bien chanter le coucou. Quand le coucou chante, c'est que la dernière neige est passée. Sauf quand nos amis les pilotes de la patrouille de France s'ingénient à quadriller pendant des jours entiers et balancent au dernier moment en loose dé le catalyseur. Donc on a même eu de la neige. Oh, pas une vraie neige, une neige vraiment pourrie, quoi, fondue, de la grêle, enfin de tout. Ce sont les jours de ténèbres, les jours de coucou, les jours de mensonges, de tromperie, de trahison. La tribulation a commencé, n'est-ce pas ? Ah, pour le coucou, c'est commencé depuis longtemps, mais le ciel qui n'est plus le ciel sans ombre, un mois de mai sans chaleur, un mois d'avril sans chaleur, un mois de mars mitigé, un été trop chaud, un automne, enfin, tout à l'envers, n'est-ce pas ? Les noyers ont gelé, les oliviers ont gelé, le prix de l'huile d'olive va monter. Le prix des autres huiles aussi, forcément, puisqu'on va se rabattre sur les autres. Vous comprenez comment ça marche ? Les fruits ont gelé en bouton. Ils ont gelé lorsqu'ils étaient en bouton, avec des gelées vraiment fortes. Les saints de glace, 11, 12, 13, Saint Pancrace, Saint Gervais et Saint Protais. Et leurs saintes respectives, Sainte Pancrace, Sainte Gervaise et Sainte Protaise. Et ces saints de glace sont passés, donc le petit refroid au cœur du printemps de mai, le refroid, mais on n'a pas eu chaud, je vous signale. Ou quand on a chaud, que le soleil luit, sinon briller, qu'il est là, on crame tellement qu'on préfère être à l'intérieur. Beaucoup d'entre nous en tout cas. Beaucoup d'entre nous et les animaux de compagnie également. Bon, vous me direz si les animaux de compagnie sont vraiment les éponges de leur maître, rien d'étonnant. Mais ça dit quand même quelque chose. L'air est froid, le soleil est d'un blanc froid, mais il brûle la peau. Un nuage et on gèle. Ah, c'est pas juste le printemps. Non, c'est plus que ça. Ce printemps, il n'en finit pas. Mars, avril, mai. À plein d'endroits de la France, on aurait déjà dû avoir un peu de temps chaud. Mais nous faisons toujours du feu. Nous avons froid au moindre nuage. Il n'y a pas une seule journée dégagée. Nous avons eu de la pluie quasiment tous les jours. Et cet état de fait qui dure nous prépare mentalement, nous prépare à quelque chose qui n'en finit pas, quelque chose qui est indéfini, non défini, mal défini. Il n'y a plus de début et de fin, il n'y a plus de jour et de nuit, il n'y a plus de printemps et d'hiver, il n'y a plus de mâle et de femelle, il n'y a plus d'été, il n'y a plus de temps chaud, il n'y a plus de vacances et de travail. Il n'y a plus rien de net. Il n'y a plus rien sur quoi s'appuyer.
Et c'est à ce moment-là, lorsque nous serons complètement décontenancés, complètement désorientés, qu'ils lanceront leur grande offensive, qui a déjà commencé. Notez s'il vous plaît les couleurs. J'ai parlé des couleurs. J'attire votre attention sur les couleurs invraisemblables des cieux, des aurores boréales dans le Lot-et-Garonne. Vraiment ? Mes chers amis, une aurore boréale, ça n'est pas ça. Une aurore boréale, la lumière du Nord, ce n'est pas ça. Nous en avons vu jusqu'ici. Pas moi personnellement, mais mon compère en a vu. Une lumière rose. Et le même jour, apparemment, il y en avait qui étaient signalés un peu partout en France. Et puis ce météore que j'appellerais volontiers rayon bleu, suivez mon intention, mon intuition, transcrivez-moi, traduisez-moi tout ça en anglais, rayon bleu, au-dessus de l'Espagne et du Portugal. Ah, tout le monde l'a vu, toutes les caméras de contrôle, bleu, bleu, bleu. Le ciel est devenu bleu l'espace d'un instant. Bleu, rose, rouge, vert. Des signes. Des signes de la prophétie autoréalisatrice, ne nous y trompons pas. Tout ça à un certain niveau est maîtrisé. Ce qu'ils ne maîtrisent pas, nos maîtres, c'est le calendrier. Ils le connaissent, mais ils ne le maîtrisent pas. Ils ne peuvent ni l'accélérer, ni le ralentir. Ils sont tributaires des fenêtres de temps, ils sont tributaires même des variations du temps, des accélérations, des décélérations, parce que ça, c'est fonction de la conscience humaine et de ses fluctuations. C'est-à-dire de ton éveil. Mais ces signes annoncés, ces signes cycliques, regarde-les bien, je te prie. Parce que les choses qui sont en train de changer, changent et ne changent pas. Tous ces films post-apocalyptiques nous montrent un monde où tout s'est effondré et tout a été redessiné, détruit et bon. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Nous vous parlerons peut-être de témoignages directs du temps de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est assez étonnant comment la vie se continuait pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que les gens qui l'ont vécu sont maintenant trop âgés. Là, il s'agit d'un témoignage écrit, le journal d'une femme qui était enfant au moment de la guerre, mais pas trop jeune, suffisamment pour enfant ou jeune fille, suffisamment âgée pour se souvenir parfaitement bien au moment où elle écrit ses mémoires en tant que jeune mariée, il me semble. En tout cas, les choses ne sont pas du tout passées comme on l'imagine. Il y avait des voyages internationaux, il y avait des échanges. Dans certains endroits, la vie devait s'être plus ou moins arrêtée, mais dans peu d'endroits finalement. D'ailleurs, à Moulins, le pont Rège-Morte était la limite entre la zone libre et la zone occupée. C'est-à-dire du côté que je prends, moi, pour aller vers Bourbon-l'Archambault. Enfin, je parle au présent, mais difficile de savoir où on se trouve les uns et les autres. Difficile de savoir si on est vraiment prêt, bien que notre seule préparation valable ne puisse que être spirituelle. J'ai l'impression que quoi qu'on fasse, on se trouve un peu pris de court. Mais pris de court dans une situation plus ou moins acceptable selon le travail qu'on a fait sur soi-même avant. Je ne parle pas de préparation paramilitaire,
de survie, de survivalisme, pas du tout. Mais si nous sommes surpris, comment préférerions-nous être surpris, voyez? Dans quel vêtement, dans quelle posture, dans quel endroit? Et ça pose la question, effectivement. Si on sait à peu près ce qu'on veut, alors le soir en se couchant, le matin en s'habillant, on sait à peu près comment on voudrait, comment on voudrait ne pas être surpris. On peut garder ça présent à l'esprit, que tout ce qu'on fait maintenant peut avoir une conséquence. Il y a des gens qui s'imaginent qu'on va refaire des voyages, qu'on va refaire comme si de rien n'était, mais à n'importe quel moment, ils n'ont pas compris la leçon. Ils peuvent être coincés quelque part dans un aéroport. On n'a fait qu'une quarantaine. C'est d'ailleurs en partie cette crainte-là qui nous fait considérer la vie différemment, qui nous fait considérer que nous sommes beaucoup moins libres de nos mouvements, mais de fait, nous ne sommes pas libres de nos mouvements. Toutes les choses en relation avec le système bancaire, les comptes en ligne, les banques en ligne pour lesquelles il faut tout un appareillage, téléphone, ces codes, ces choses, c'est en train de boucler toute notre vie. Si on n'a pas de téléphone, on n'aura plus accès à notre argent. Si encore on nous laisse, bien sûr, notre argent. Et si nous sommes enfermés à la maison, impossible d'avoir d'un peu d'argent réel contre quelques services réels. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas nous préparer vraiment. Ceux d'entre nous qui ont fait des réserves de nourriture en 2020, en 2021, ont peut-être intérêt à finir ces réserves avant qu'elles ne se gâtent. En fait, il n'y avait pas de pénurie à ce moment-là. Et il n'y en aura peut-être pas, ou il y en aura peut-être de toute façon. Mais pénurie de quoi? De riz, de moutarde, de papier cul, de tampons hygiéniques, je sais pas. En tout cas, il n'y aura pas de pénurie de pornographie. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc pas de pénurie d'Internet. Si, enfin, d'accès Internet, non, mais de contenu subversif, certainement. Ils ont des moyens pour ça. Hein. Ils tracent nos appareils. Ils piratent nos comptes. C'est facile pour eux. Eux. Eh bien, eux, vous savez bien, les chiens de garde des systèmes en place, et les systèmes en place qui sont eux-mêmes le bras séculier des forces visibles et non visibles qui dirigent notre plan. Humides ou pas, collectifs ou pas, façon par qui sont inspirés ces êtres qui essayent de nous faire rentrer de force dans un système, dans la termitière, dans la fourmilière, dans la ruche, qui essayent de promouvoir cette vision de la société, qui correspond généralement à une réinitialisation, une remise à zéro de l'humanité tout entière, quoi que soit l'humanité. Nous ne sommes certainement pas ce que nous croyons être. Non mais même toi, même moi. Robot biologique, oui, s'il en est, oui. Expérimentation. Là où ça ne doit pas nous désespérer, c'est que, quoi que nous soyons, nous sommes habités du matériau de la vie, de la force de la vie. Et on ne peut pas jouer avec la vie, le vivant, sans risquer de convoquer l'âme, la grâce, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, du divin, de tout ce qui est vrai, beau, saint, bon et vivant.
Alors c'est à nous, je le redis une fois de plus, de nous vouer à tout ce qui est beau, bon, vrai, sain, vivant. C'est à nous de choisir. Même si au départ, nous ne sommes que des robots, que des clones, comme nous le voyons dans des films sans nom. Ces êtres qui sont beaux, qui se réveillent au sein d'une horreur sans nom. Ils ne sont pas qui ils croient être, ils ne sont même pas pleinement vivants. Mais l'âme a été insufflée en eux, dans toute leur pureté et leur innocence. Eh bien, nous sommes ceux-là. Nous sommes ces êtres trafiqués, fabriqués, conçus en laboratoire. Mais nous avons le désir de reliance à tout ce qui est beau et vrai. Et c'est ça notre véritable qualité d'humain, notre véritable qualité de vivant. C'est par là qu'entre en nous, de la seule manière possible, par la prière et par la dédication, l'Esprit Saint. Il se livre une guerre en nous et autour de nous, une guerre à outrance, une guerre à mort, pour que nous ne devenions jamais les enfants de Dieu. Des êtres qui reçoivent l'Esprit Saint et en sont transformés. Dans ce plan de la matière, notre seul devenir possible est de devenir ces êtres illuminés par l'Esprit Saint, ou de nous laisser manger et dévorer par l'esprit impur. La guerre se livre dans notre cœur avant tout et à chaque instant. C'est une évidence. Il n'y a même pas de camp à choisir, il n'y a rien à choisir. Il y a juste à se souvenir qu'avant de venir ici, qu'avant d'être précipité par le trou carré, vous savez, le trou carré, c'est le plan de la Terre. Le plan de la Terre. Tout est dit. Eh bien, avant d'être précipité par ce trou-là, ou avant de sauter de tout notre cœur pour aller revitaliser ce monde perverti, nous étions tout pleins d'espoir. Nous étions pleins d'un amour immense. Mais en plongeant dans l'eau bouillante, nous oublions toutes nos bonnes résolutions. Non, nous ne les oublions pas toutes. Pas toutes. Il reste quelque chose. Il reste quelque chose, bien que nous ayons tout oublié. Il reste quelque chose qui s'obstine à remonter à la surface de notre conscience. Allons-nous prêter l'oreille ? Allons-nous ouvrir l'œil ? Et plus encore, ayant vu et entendu, allons-nous prendre action ?